Le 29 août 1966, les Beatles jouent à San Francisco. Personne dans le public ne le sait, mais c'est leur dernier concert payant. Le groupe le plus célèbre du monde vient de jouer sa dernière tournée, et cette décision va transformer la musique pour les décennies suivantes. Bienvenue dans cette 9e vidéo du mois d'août. Chaque jour d'août, on parle d'un événement, d'une décision, d'un artiste qui a changé l'histoire de la musique. Je vous le dis pas souvent, mais abonnez-vous, ça fait plaisir et ça me soutient. On avance petit à petit, et plus on avance, plus les noms d'artistes deviennent familiers et iconiques. Aujourd'hui, on en est à l'année 1966, année durant laquelle le plus grand groupe du monde va créer le concept d'album tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vous ai ajouté les vrais extraits musicaux dans la vidéo, donc YouTube coupe la monétisation. Si vous voulez donner de la force pour ce marathon d'une vidéo par jour, le meilleur moyen c'est de vous abonner à cette chaîne et de foncer découvrir ma chaîne secondaire pour apprendre à me connaître. Le lien est dans la description, c'est gratuit et ça me donne un coup de boost de fou pour continuer. Merci pour le soutien, on est parti. Tout commence à Liverpool en Angleterre, à la fin des années 1950. Un certain John Lennon monte un groupe de rock avec des copains de lycée. Paul McCartney le rejoint, puis George Harrison. Pendant plusieurs années, il joue presque tous les soirs dans les clubs de Hambourg en Allemagne. Puis, en août 1962, un certain Ringo Starr rejoint le groupe à la batterie et la formation est enfin au complet. Ils ne le savent pas encore, mais ces 4 jeunes Anglais vont former l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique. Un certain Brian Epstein les découvre et devient leur manager. C'est grâce à lui que les Beatles vont sortir leurs 2 premiers morceaux et en quelques mois ils vont les faire exploser aux yeux du grand public. Love me do. À partir de l'année 1963, ils tournent au Royaume-Uni, puis à l'étranger, et l'année suivante, en 64, leurs tournées deviennent mondiales. Le succès est immédiat et massif. La presse invente même un mot pour décrire l'hystérie qui entoure le groupe, la Beatlemania. Alors, pour essayer de comprendre le contexte, je me suis demandé comment on peut expliquer ce succès si soudain. Déjà, visuellement, il balaye l'image des rockers en blouson de cuir au profit d'un look moderne, des costumes élégants et ces fameuses coupes de cheveux qui fascinent la jeunesse tout en bousculant les codes de l'époque. Musicalement, contrairement à la majorité des interprètes de l'époque qui dépendent de compositeurs, John Lennon et Paul McCartney écrivent eux-mêmes leurs chansons. Et il s'avère que les milliers d'heures de concerts qu'ils ont déjà à leur actif leur a permis de développer des talents exceptionnels pour les harmonies. Et puis il y a aussi leur charisme, leur humour insolent en interview et leur complicité qui créent une proximité inédite avec le public. En quelques années à peine, les Beatles passent de petites salles au plus grand stade du monde. Le 15 août 65, ils jouent à New York devant plus de 55 000 personnes. C'est l'un des plus grands concerts jamais organisés à l'époque et on se rend compte qu'il y a un problème. La popularité des Beatles devient même un gros problème. Les stades de l'époque ne sont pas construits pour la musique, ils sont conçus pour les matchs de sport. Les micros et les amplis des Beatles ne sont pas très puissants, du coup les cris du public couvrent une bonne partie de la musique. Plus les Beatles gagnent en popularité, plus les salles grandissent, et plus les salles grandissent, plus l'écart se creuse entre la taille du public et la capacité technique à les sonoriser correctement. C'est dans ce contexte qu'ils entament une tournée au début de l'année 1966, et plusieurs problèmes vont s'accumuler en même temps jusqu'à devenir insupportables. Le premier problème, c'est qu'ils ne s'entendent plus jouer. Comme je vous l'ai dit, dès qu'ils montent sur scène, les cris commencent et ne s'arrêtent plus. Ils devaient parfois se guider simplement en regardant les mouvements des 3 autres sur scène, faute de pouvoir les entendre. Résultat, les harmonies vocales qui faisaient toute la qualité de leurs morceaux devenaient difficiles à contrôler, le tempo part parfois en vrille et le groupe joue de moins en moins bien sur scène. Le deuxième problème, c'est que leur musique de studio dépasse ce qu'ils peuvent rejouer en live. Depuis 1965, leurs disques utilisent des instruments à cordes, des cuivres, des instruments indiens, des voix superposées.
Ce qui nous amène au troisième problème, ils ne jouent presque jamais leurs nouveaux morceaux en tournée parce que quasiment aucun d'eux n'est jouable sur scène avec 4 musiciens et une poignée d'amplis. Les Beatles pendant leur tournée ne peuvent quasiment pas jouer leurs morceaux sur scène, ce qui est quand même assez cocasse. Et enfin, le quatrième et dernier problème, c'est le danger physique. Les Beatles sont juste beaucoup trop connus, à la manière d'un Elvis, ça devient invivable. Les hôtels sont surveillés, les déplacements se font sous escorte, parfois ça dégénère comme aux Philippines. En plus de ça, certaines déclarations n'aident pas. John Lennon dira que les Beatles sont plus populaires que Jésus. Dans plusieurs États du sud des États-Unis, le Ku Klux Klan proteste et des menaces circulent. Cette polémique, combinée à tous les problèmes que je vous ai énumérés, vont amener à une décision qui changera l'histoire de la musique à tout jamais. Ça devient un peu ma phrase fétiche. Le 29 août 1966, à San Francisco, ils jouent leur dernier concert de la tournée. Après le concert, ils quittent le stade. Il n'y a ni annonce, ni discours d'adieu. Pour le public, c'est juste la fin d'une tournée parmi d'autres. Les Beatles sont un groupe tout nouveau. Ils ne sont formés que depuis 4 ans, donc il y aura forcément d'autres tournées. Sauf que pour les Beatles, cette date change tout. Ils prennent plusieurs semaines de liberté chacun. John Lennon part en Espagne, Paul McCartney voyage en France, George Harrison part en Inde et le groupe ne retourne en studio que 5 mois plus tard. Une pause totalement inhabituelle pour eux. Et c'est précisément cette liberté nouvelle qui va tout changer. Parce que sans tournée à préparer, sans set à répéter, sans avion à prendre toutes les semaines, les Beatles peuvent désormais consacrer tout leur temps au studio. Et surtout, ils sont un peu dégoûtés de la scène, et ça change tout, parce que ça veut dire qu'ils ont la liberté en studio de ne pas penser à comment la musique rendra en concert. Ils n'ont plus besoin qu'une chanson soit jouable à 4 sur scène, elle doit juste être bonne sur le disque. Les Beatles se sont libérés de la frénésie des concerts pour s'installer durablement en studio. Ce temps retrouvé et cette liberté totale leur ont permis d'expérimenter sans limite, de tester de nouveaux instruments et de repousser les frontières techniques de l'époque. C'est précisément cette immersion créative qui leur a donné l'espace nécessaire pour faire mûrir leurs idées et donner naissance à Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considéré aujourd'hui comme le tout premier véritable album de l'histoire de la musique moderne. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. It was 20 years ago today. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. You'll be alright. And if you say the word, I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, Sgt. Pepper's a révolutionné l'industrie musicale en transformant le vinyle, autrefois une simple compilation de chansons, en une œuvre d'art totale et cohérente. Pour s'affranchir de leur propre célébrité, les Beatles s'y glissent dans la peau d'une fanfare fictive, construisant l'album comme un concert continu où les morceaux s'enchaînent sans aucun silence. Ils éliminent les titres de remplissage et pour la première fois, ils soignent l'objet physique en y intégrant une pochette artistique. Le groupe a donné naissance au tout premier album, prouvant au monde entier que la musique populaire pouvait être un art global au même titre que le cinéma ou la littérature. L'album sort le 1er juin 1967 au Royaume-Uni. Il se classe numéro 1 pendant 27 semaines et les ventes mondiales sont estimées à plus de 30 millions d'exemplaires. L'année suivante, il devient le premier album de rock à remporter le Grammy de l'album de l'année. Ce succès prouve à toute l'industrie qu'il est désormais possible d'investir plusieurs mois et un budget conséquent dans un seul album et que ça peut rapporter énormément en vente, en prestige et en reconnaissance critique. À partir de là, la hiérarchie change. Le single continue d'exister, mais l'album devient la déclaration artistique principale d'un artiste. Le travail du producteur et de l'ingénieur du son prend aussi plus de valeur. Ce ne sont plus de simples techniciens qui captent une performance, ce sont des collaborateurs créatifs à part entière. En renonçant aux tournées au sommet de leur gloire, les Beatles prouvent qu'un groupe peut rester au centre de l'attention mondiale sans jamais remonter sur scène. Et cette idée va inspirer une grande partie de l'industrie musicale pour les décennies suivantes. Le disque, conçu comme une œuvre d'art complète en studio, devient une norme,
une norme qui avant eux n'existait tout simplement pas. Demain, on parlera d'un homme qui a imposé sa vision artistique à son label et qui inversera les rapports de force et de décision dans l'industrie en redonnant le pouvoir aux artistes. Il s'appelle Bob Dylan et c'est demain. Alors, à demain.